L'éducation financière, donc, au cœur de la chronique d'Alexandra Diotan, que nous retrouvons ce matin. Alexandra, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Emmanuel Mégan, bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Super bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, ça fait plaisir de vous revoir, Emmanuel Mégan. Le plaisir est partagé. Oui. À l'entame, vous l'avez annoncé, la semaine de l'argent, toute une semaine dédiée à l'argent. Eh bien, quand on parle d'argent, dans l'esprit, ça fait penser à des expressions comme, je sais pas, dépenses, salaire, recettes, épargne, emprunt et pourquoi pas microfinance. Et donc, tout se bouscule. Cela semble fameux. Quand on tente justement de mieux se documenter, on se rend compte que cette semaine est liée à des activités axées sur l'éducation financière. L'éducation financière pour des décisions financières éclairées, c'est donc de cela que nous allons parler avec notre invité du jour et pour lever la confusion et nous situer sur les motifs et l'utilité de l'éducation financière. Je reçois ce matin Wilfried Kwesi. Il est expert comptable passionné de finance. Wilfried Kwesi, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Je m'en vais tout de suite vous demander, quand on parle d'éducation financière, à quoi se réfère-t-on? Merci beaucoup. Quand on parle d'éducation financière, on s'intéresse à l'ensemble des connaissances, des pratiques, des compétences nécessaires à un individu pour mieux gérer ses finances, pour mieux gérer son argent. C'est une notion qui englobe beaucoup d'aspects, à savoir l'épargne, l'investissement et surtout le budget, comment faire des investissements moins risqués, comment épargner pour mieux gérer son argent, son salaire. Tout ça, là, ça parle d'éducation financière. À l'école, nous recevons une éducation et dans la vie aussi, il y a cette sorte d'éducation qu'on reçoit puisqu'on estime que, la vie c'est une école. Pourquoi particulièrement une éducation financière? Quelle est son utilité, dites-nous? Bon, l'éducation financière est très importante et permet normalement aux jeunes, à toute personne, de mieux gérer ses finances personnelles, de prendre des décisions réfléchies, et de ne pas être surendetté, par exemple. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, le sexe et l'argent sont à la base de tous les maux des hommes, mais on ne les enseigne pas à l'école. Et c'est un problème, parce que les pays qui ont compris ont mis l'éducation financière comme base, comme un programme même scolaire, qui fait partie des cours qu'on enseigne. Vous voyez, des États comme la Floride, en Europe, des pays comme la Suède, en Amérique, des pays comme l'Australie, ont instauré dans les cours des finances, la notion de finances personnelles. Mais vous savez, comme chez nous, la culture et puis les priorités nationales n'ont pas vraiment encore touché cet aspect-là. Donc l'utilité, c'est d'avoir des jeunes, des personnes financièrement responsables qui prennent des décisions éclairées et réfléchies. Quelle est justement la méthode? Quand on parle d'éducation financière, cela suppose qu'il s'agit de donner des rudiments, de nouvelles connaissances telles que vous l'avez expliqué, tout ceci pour aboutir à une intelligence financière. Quelle est la méthode proposée? Bon, la méthode, normalement, pour pouvoir parler d'éducation financière, nous avons plusieurs canaux par lesquels on peut éduquer financièrement. Vous savez, les parents, par exemple, peuvent amener leurs enfants à gérer un budget, à prendre des responsabilités. On peut confier de petites responsabilités à des enfants. On peut au quotidien apprendre à faire un budget, savoir ce qu'on dépense, savoir ce qu'on épargne. Vous savez, d'habitude, il y a des gens qui sont toujours dans le crédit. Et si vous passez de l'argent auprès des autres, c'est que généralement, vous n'avez pas prévu à long terme ce que vous voulez faire exactement avec votre argent. Vous n'avez pas le budget de vos dépenses. On dépense beaucoup d'argent. Vous savez, l'argent, ça disparaît. Quand vous ne mesurez pas, vous ne faites pas des prévisions, vous constatez à un moment donné que vous n'avez plus d'argent sur vous parce que vous avez dépensé sans compter. Donc, quand on parle aujourd'hui de l'éducation financière, on s'intéresse à la notion de finances personnelles. Vous faites un budget de vos dépenses, vous faites un budget de vos recettes. Vous essayez de voir les écarts, de voir quelles sont les habitudes, les comportements que vous devez corriger. Vous essayez de voir un peu dans quoi vous pouvez investir votre argent. Si vous avez des excédents, évitez de faire des dépenses sur coup de tête. Évitez de faire des investissements risqués. Vous savez, aujourd'hui, on parle de finfluenceurs. Des gens qui sont des influenceurs sur les réseaux sociaux, qui amènent des gens à faire des paris risqués. Et comment faire aujourd'hui pour sensibiliser la jeunesse sur ces genres d'événements? Comment faire pour voir aujourd'hui apprécier l'impact de l'intelligence artificielle sur les investissements en ligne que les gens font? Vous savez,
Vous avez des plateformes aujourd'hui sur des réseaux sociaux comme Telegram. Des gens vous bipent, on vous appelle, juste pour attirer votre attention. Et dès que vous finissez les prises de contact, vous vous présentez, on vous dit, mais écoutez, nous sommes dans une activité, on vous invite à investir dans telle activité, et bien, vous ne connaissez pas la personne. Si ça capote, vous les voyez où? C'est comme ça que beaucoup d'argent disparaît. Donc aujourd'hui, il faut sensibiliser la jeunesse sur l'importance de l'argent, leur donner la responsabilité qu'il faut. Si on te donne un budget par semaine, il faut savoir que tu dois bien gérer ça. Tu ne dois pas venir pour dire, bon, l'argent est fini, non. Donc, amener les jeunes à être responsables, les amener à faire un budget, savoir comment dépenser leur argent, les former sur la notion d'épargne. Ce n'est pas tout ce que vous avez que vous devez dépenser. Il y a des gens qui dépensent tout ce qu'ils ont. Il suffit juste qu'on leur donne l'argent et puis ça part. Que faut-il faire justement? Bon, vous savez, il y a des auteurs qui se sont spécialisés dans l'éducation financière. Oui. En matière de bouquins, vous avez par exemple un auteur comme Robert Kiyosaki, qui est un ami d'enfance de Donald Trump, qui a écrit des livres comme Le Cadran du Cash Flow. Comme j'ai l'habitude de le dire, comment investir. Il dit ceci, quand on va à l'école, on nous apprend comment chercher un emploi. L'emploi, c'est à quoi? Pour chercher de l'argent. Mais pourquoi on ne parle pas directement de l'argent? Donc, il faut quand même qu'on intègre ça. Des livres comme ça doivent venir à l'école. Essayer de revoir un peu le programme éducatif pour rester moins loin des réalités, parce que l'argent est une réalité de tous les jours. Avant de sortir le matin, vous posez la question combien il va dépenser dans la journée. Mais tous les cours à l'école ne parlent pas de ça, alors que c'est la réalité la plus sûre de la journée, la dépense au quotidien. Donc beaucoup de conférences, les écoles devraient accepter qu'on anime beaucoup plus de conférences. Nous, par exemple, à EduFIA, qui est une éducation financière, une association appelée Éducation financière en Afrique, on a fait beaucoup d'activités au Togo, par exemple, l'année passée. Cette année, on a prévu des visites d'entreprises, amener des étudiants au cabinet de Deloitte, parler à des lycéens, sensibiliser au Bénin ici. Donc c'est la première édition au Bénin, mais au Togo, on est à la 3e édition. Donc c'est pour ça qu'il y a la Semaine de l'argent. Global Money Week est une initiative mondiale et qui a été mise en place par l'OCDE en collaboration avec la Banque mondiale pour faire une campagne mondiale de sensibilisation sur l'éducation financière. Et chaque année, il y a une thématique par rapport à ça. Alors chaque année, la Semaine de l'argent, ça revient. Est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose? Les objectifs ou les résultats, est-ce que c'est satisfaisant? Sinon, pourquoi revenir chaque fois sur les mêmes choses en une semaine? Bon, merci pour la question. La Semaine de l'argent, comme on a l'habitude de le dire, a commencé en 2012, a déjà touché plus de 60 millions de jeunes, et a déjà fait le tour de au moins 172 pays, 176 pays plus précisément. En 2023, 106 pays ont manifesté, ont organisé des événements dans ce sens. Cette année, moi, j'ai pris la responsabilité à travers le bureau du Bénin, c'est une association régionale, de faire des activités. J'ai écrit à la directrice de l'enseignement national, la directrice nationale de l'enseignement national. J'ai écrit à la directrice départementale de l'enseignement secondaire. J'ai écrit au proviseur du lycée technique Koulibaly. J'ai contacté le cabinet de Loite qui m'a permis d'amener une centaine de jeunes pour une activité dans la matinée et dans la soirée sur l'intelligence artificielle et l'impact de l'intelligence artificielle sur les finances personnelles. Et sur les réseaux sociaux, je fais ce que je peux. Oui, il faut dire que tout comme vous, beaucoup de passionnés quand même mouillent le maillot durant cette semaine-là. Mais qu'est-ce qui fait? Quels sont les freins aujourd'hui à une bonne éducation financière de la population? À qui cela profite-t-il que la population soit sous-éduquée en matière de finances? Je ne sais pas, y a-t-il des gens quand même à qui cela profite? Bon, moi je pense que les premiers responsables par rapport à ces genres de problématiques, c'est que l'État doit récupérer ça comme une priorité nationale, parce que quand un État américain comme la Floride oblige les enfants à l'éducation financière, ce sont des initiatives. Certains pays ont compris. Vous allez constater que les pays qui ont très tôt compris l'importance de l'éducation financière, souvent ce sont dans ces pays que vous avez les hommes les plus riches, parce que les gens ne dépensent pas ce qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui dépensent même l'argent qu'ils n'ont pas. Les jeunes achètent des portables de 1 million, mais ils n'ont aucune activité génératrice de revenus. C'est des dépenses qui ne sont pas réfléchies. Comment faire aujourd'hui pour trouver des créneaux, des temps, pour animer des conférences, de petites séances de discussion avec les élèves, les lycéens, les collégiens, les étudiants, pour leur expliquer que ce n'est pas tout ce que vous avez envie de faire que vous devez faire avec l'argent, mais essayez de dépenser de façon réfléchie. Quand je prends par exemple Robert Kiyosaki, il y a une phrase que moi j'aime bien, il dit « Les riches achètent les actifs et les pauvres achètent les passifs. » Le même bien, quand il me rapporte quelque chose, est un actif pour moi. Mais celui qui l'a acheté, qui ne fait rien avec, c'est un passif pour celui-là. Ça veut dire quoi? Chaque fois, ne fait rien avec, et qui ne fait rien avec, mais qui supporte des coûts. Vous avez une moto qui tombe tout le temps en panne, c'est un passif. En comptabilité, on vous dira que c'est un actif, mais lui, il dit non, ça ne vous rapporte rien.
Tant que votre bien ne vous rapporte rien, c'est un passif. Donc, cherchez à faire des investissements plus réfléchis, essayez d'épargner à long terme, prévoir sa retraite, anticiper, investir dans des activités qui vont vous rapporter de l'argent. Aujourd'hui, déjà, prendre votre vie en charge financièrement, permettre aux enfants de savoir que par semaine, ils dépensent tel montant, et que le montant là qu'on leur donne, cette somme qu'on leur donne, qu'ils ne doivent pas tout consommer, savoir que quand vous gagnez 100 000 par mois, que vous ne devez pas boire pour 80 000 francs, et à la date 15 du mois, commencez par solliciter des crédits à gauche et à droite. Je pense que c'est des choses qu'il faut essayer de voir. Il y a plusieurs acteurs qui sont sollicités, interpellés là, le gouvernement, pour voir les priorités, parce que l'argent est au cœur de tout. Les priorités nationales, l'éducation financière. Comme on est en train de faire l'expérimentation de l'anglais, on peut également essayer de faire une expérimentation pour organiser des ateliers, essayer de faire des formations sur l'éducation financière. Je crois que c'est très important. Sensibiliser les parents pour pouvoir amener leurs enfants à être plus responsables financièrement, en leur donnant de petits budgets pour voir comment ils vont essayer de le faire. Les écoles, à travers des jeux ludiques, essayer de voir comment les enfants vont pouvoir développer leur capacité à investir, comment ils acceptent comment cette responsabilité. Parce que vous savez, il y a des jeunes qui ne veulent pas de responsabilité. Il y a des jeunes qui ne veulent pas de responsabilité. Ils ne veulent même pas qu'on leur donne leur petit déjeuner par semaine parce qu'ils estiment qu'il va tout bouffer avant la fin de la semaine. Et donc, préfèrent prendre ça journalièrement. Oui, chaque jour, ils doivent venir prendre ça. Ce que je sais, c'est plutôt qu'ils aiment prendre pour toute la semaine. En 2 jours, on finit de dilapider. Oui, pour revenir le 3e jour. Moi, j'ai une théorie que j'ai toujours développée avec mes étudiants. Je pense que quand vous avez la licence, on ne doit plus vous donner le petit déjeuner. Oui, c'est ça aussi qui fait qu'un enfant... l'argent de poche. Non, ne vous donnera plus rien. Ah oui. Oui, celui qui va en apprentissage, après 3 ans, il sait faire quelque chose. Il sait gagner de l'argent. Vous, on vous a donné depuis le lait maternel, on vous a tout donné depuis la garderie, la maternelle, le primaire, le secondaire. Vous êtes à l'université, 3 ans après, vous ne savez rien faire. Quand vous avez 10 000, et c'est vous-même qui avez cherché avec votre sueur ces 10 000. Vous les dépensez différemment des 10 000 qu'on vous donne gratuitement. Parce que ce n'est pas la même logique, ce n'est pas le même sens de responsabilité. Donc la responsabilité aujourd'hui, c'est de pouvoir donner à des jeunes l'opportunité d'avoir une responsabilité. Mais est-ce que vous pensez que c'est valable, cette théorie-là? Est-ce que c'est à appliquer à tout jeune qui sort de n'importe quelle filière? C'est faisable lorsque le jeune a été moulé ou a fait 3 années dans une filière pratique, je ne sais pas, génie civil, informatique, de gestion ou maintenance et tout ça. Je vous décevrai pas. Un jeune qui fait purement du droit ou qui fait purement de la comptabilité ou je ne sais quelle autre filière, tant qu'il n'est pas recruté par une entreprise, pensez-vous qu'il a de quoi s'assurer ses besoins, avoir un revenu et pouvoir être indépendant des parents? Wilfried Kouassi. Pourquoi vous pensez qu'on doit forcément recruter les gens avant qu'ils ne commencent pas à chercher l'argent? Le coiffeur qui a fait son apprentissage en 3 ans et qui a ouvert son atelier. Ça, c'est une formation pratique. Oui, mais il faut savoir faire quelque chose. Si vous ne savez rien faire, vous n'allez pas gagner de l'argent. On ne peut pas dire que c'est l'État qui va recruter tout le monde. Vous allez à l'école, vous faites toutes les formations que vous voulez, vous avez les gros diplômes, mais qu'est-ce que tu sais faire, comme le disent les Anglais? C'est vraiment important de savoir faire quelque chose. Tu es jeune, tu es dans le droit. Développe ton expertise dans le suivi des mémoires des gens. Développe ton expertise dans le coaching des gens pour les soutenances, pour les examens de droit. Quelqu'un qui est en première année, deuxième année, en 3e année, il peut déjà faire des TD pour faire droit. Il peut déjà motiver les gens pour les concours, pour aller au concours d'avocat, concours de CAPA, concours de ceci. Mais lorsque vous ne comptez que sur vos parents et vous n'acceptez pas la notion de responsabilité, sur le plan de l'éducation financière, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce que tant qu'on vous donne l'argent, vous espérez que vous allez recevoir de l'argent. En fait, ceux qui dépensent tout l'argent qu'ils ont, c'est parce qu'ils espèrent qu'il y aura une autre somme d'argent qui va venir. Mais dès lors que vous prenez conscience qu'il y aura des moments où l'argent ne viendra pas, vous n'allez plus être en mesure de dépenser tout ce que vous allez recevoir comme de l'argent. Donc moi, j'estime que les parents font partie du problème. Un parent dit non, moi j'ai trop souffert, je ne veux pas que mon enfant souffre, donc je lui donne tout ce qu'il veut. Non mais c'est grave. Il y a une étude des États-Unis il y a quelques années qui a prouvé que 13 enfants de riches meurent pauvres. 13 enfants de riches à qui on a donné la fortune meurent pauvres. Il y a un auteur que j'aime qui s'appelle Anthony Bourbon qui a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Forcer votre destin, qui parle aussi d'intelligence financière et dit en réalité la génération qui souffre et qui se bat finit par avoir la prospérité, la réussite. Celle qui suit dépense cette fortune qui a été accumulée par la première et la troisième la dilapide. Et les enfants là redeviennent pauvres. Donc ça résume la situation. Tant que vous ne donnez pas
de la responsabilité à votre enfant et que chaque matin, il vient vous dire, oui, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, il ne peut jamais être éduqué financièrement parce que lui-même, il ne fait aucun budget. Vous ne l'y amenez pas. Vous devez l'amener à faire un budget. Vous devez l'amener à avoir une certaine rigueur financière. S'il va au marché, qu'il évite d'acheter ce dont il n'a pas besoin. Ce qu'il n'a pas planifié, il faut qu'il évite d'acheter ça. Et quand c'est comme ça, c'est toujours intéressant. Il n'y a pas d'excuse pour qu'un enfant, après sa licence, n'ait pas un gagne-pain, n'ait pas une activité qui lui procure de l'argent. Ça ne sert à rien. Ça veut dire quoi? Quand on a investi sur lui pendant 15 ans, 17 ans, il n'y a pas encore de retour sur investissement? Non, mais c'est dommage. Bon, au Bénin, il y a combien de boulots qui sont bien payants? Le revenu moyen du Béninois, c'est combien? Les salaires, quand vous avez votre licence, vous allez dans un cabinet, on vous met à 0 francs. Si vous avez la chance, on vous donne le transport qui est à 50 000 francs. Les plus gros salaires qu'on peut vous donner, peut-être c'est 100 000. Les 100 000, peut-être ça peut devenir 200 000. Et si en tant que stagiaire? Mais non, pas en tant que stagiaire. Après 6 mois, après 1 an, si vous avez la chance. Encore que, attention, on peut faire du surplace, on peut vous mettre à 200 000 et ça fait 3 ans. Et ça n'a pas bougé. Donc si vous-même, vous n'avez pas d'activité parallèle. Robert dit, tant que vous n'avez pas une source pour être un investisseur, tant que vous n'êtes pas propriétaire d'une affaire et que vous êtes juste salarié, sachez que vous n'êtes pas sorti d'affaires. C'est suffisamment important hein, ce que vous dites, je pense, et c'est pour ça je me dis c'est un peu gâchis quand on a le bac et qu'on débarque à l'université et qu'on est étudiant concentré sur la formation uniquement sans développer à côté hein, sa passion pour d'autres choses, pour des trucs suffisamment pratiques. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se dire oui je suis étudiant, je ne fais que cette filière, c'est fini. Il faut à côté se développer d'autres compétences, c'est bien ça. Alors quand on passe l'étape d'adolescence, de jeunesse, dans la société, les adultes, les professionnels que nous avons, beaucoup sombrent hein, dans le cercle vicieux de la pauvreté. Oui, on a une activité, certes, on développe cette activité-là, mais on est condamné à tout le temps enchaîner avec des prêts et parfois à se retrouver dans l'incapacité d'honorer les échéances. Je pense que tout ça découle aussi d'une mauvaise éducation financière. À cette étape-là, comment rattraper le tir? Bon, c'est exactement ça. Vous savez, il y a la bonne dette et il y a la mauvaise dette. La bonne dette, c'est celle-là qui vous permet, avec le retour sur investissement, de payer la dette, de la rembourser. La mauvaise dette, c'est celle qui vous permet de vous enfoncer davantage. Donc, lorsque vous allez emprunter de l'argent, que vous investissez dans une activité ou bien dans quelque chose qui ne rapportera rien, c'est une mauvaise dette. Donc, en réalité, lorsque vous êtes rigoureux financièrement, vous revoyez ce que vous avez l'habitude de faire. Moi, ça m'arrive des fois d'acheter à manger 3 000 francs par jour, 4 000 francs par jour. À la fin de la semaine, quand tu fais le point, tu te dis, mais non, j'ai mangé pour tout ça là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut chercher les solutions parallèles, les solutions alternatives. En quoi faisant? Amener à manger de la maison. Vous avez pris 3 abonnements et les enfants ne regardent pas, vous ne regardez pas. Mais diminuez le nombre d'abonnements. Vous avez acheté des bouquins. Mais peut-être que vous avez des amis de l'année passée qui ont déjà fini avec ça. Eh bien, essayez d'aller voir si vous pouvez passer le livre et utiliser. En tout cas, faites avec les moyens que vous avez. Pour le moment, n'allez pas chercher à faire comme les autres. Vous savez, en 2023, le thème de la semaine de l'argent, Global Money Week, c'était Plan your money, plant your future. Plan your money, plant your future. C'est quoi? Planifier votre argent. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de semer votre futur. Ouais. Ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas de budget, qui n'a pas de plan, il n'a pas de plan de carrière, en réalité, il aura des difficultés. Il n'y a rien à faire. À un moment donné de sa vie, il aura des difficultés. C'est pareil pour nous jeunes, hein, c'est pour tout le monde. En réalité, il faut se projeter. Vous devez avoir le temps de vous projeter et estimer le montant de votre revenu mensuel, le montant de votre revenu annuel. Ça vous permet de savoir ce que vous pouvez faire avec. De la même façon, vous devez avoir un budget hebdomadaire. Par jour, voilà ce que je dépense par jour. Voilà ce que je dépense par semaine. Au début de la semaine, vous essayez de vérifier, est-ce que j'ai cette somme-là sur moi? Si je ne l'ai pas sur moi, comment je fais pour arrondir les angles? Bon, à quelle dépense je dois me priver? Quelle dépense je dois laisser aujourd'hui? Bon, j'ai l'habitude de manger la viande tous les soirs pour 1 000 francs. C'est un exemple.
et cette semaine, je n'ai pas assez d'argent. Ok, mais bon, si c'est la farine que je prends, j'essaie de souffrir. En quelque sorte, il faut souffrir pour pouvoir réussir après. Si vous voulez faire tout ce que vous voulez à la fin de votre vie ou bien en fin de vie, à un âge avancé, vous allez commencer par appeler vos amis pour dire, mais tu te rappelles, on a été à l'école, hein? Vraiment, ça ne va pas chez moi. Oui, ceux qui passent de l'argent chez les autres, est-ce qu'ils se demandent comment les autres font pour leur passer de l'argent? C'est la question qu'il faut toujours se poser. Les gens pensent que la réussite est une chance. La réussite n'est pas une chance. Il faut la planifier. Et vous allez voir, on dit souvent, les hommes qui ont beaucoup d'argent ne donnent pas. Oui, mais parce qu'il sait qu'en dépensant son argent n'importe comment, attention, ça peut partir à tout moment et puis il va redevenir pauvre. Et redevenir pauvre, c'est que c'est très grave. Donc, il faut beaucoup lire. On doit encourager les jeunes à lire les livres sur l'éducation financière. Vous avez un livre comme Gagner plus de Brian Tracy, qui parle de l'éducation financière. Vous avez un livre de Haveker, par exemple, qui parle de comment devenir millionnaire ou bien les secrets d'un esprit millionnaire. C'est des titres ronflants, mais à l'intérieur, c'est comment discipliner la dépense et comment mieux gérer la recette. Et c'est la base du tout. Sans le budget, ce n'est pas intéressant. On va espérer que vos propos ne soient pas tombés dans des oreilles de sourds et donc que vous n'ayez pas prêché dans le désert. L'éducation financière pour des décisions financières éclairées, si on devait résumer, quels sont ces axes-là sur lesquels vous orientez les attentions? Wilfried Kwesi. L'éducation financière, c'est faire son budget au quotidien, planifier ses dépenses, planifier ses recettes, apprendre à épargner et essayer de choisir les meilleurs investissements, planifier sa retraite, s'éduquer au quotidien sur le plan de l'éducation financière, lire les bouquins qu'il faut, les auteurs qu'il faut, suivre les podcasts, suivre des formations dans ce sens. Aux gouvernants, permettre une facilité de communication dans les écoles publiques, dans les lycées publics, pour que l'éducation financière soit une réalité à bas âge. Aux parents, refuser les caprices des enfants, éduquer les enfants différemment en leur donnant un peu de responsabilité sur le plan financier. Merci beaucoup. C'est moi, je pense que tout a été dit, hein, mon ami. Merci, bien sûr, Alexandra Dioton, pour, on va dire, cette chronique assez intéressante sur l'éducation financière. On sait que c'est très, très important. Dans la société aujourd'hui, on ne doit plus en temps normal dépenser son argent n'importe comment, mais il y a ceux qui pensent aussi que la vie est courte et que vous ne savez pas si demain vous serez encore en vie. Donc, tout ce que vous avez, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Répondez-vous à ceux-là. Hier, j'ai fait un cours dans une université et il y a une étudiante qui a dit ça. Et ma réponse a été la suivante. Ce sont ceux-là qui ne meurent pas vite. Bizarrement. Hein? Bizarrement, il dure tellement. Et ils tiennent la galère sur une longue période. Et ils regrettent finalement leur philosophie. Donc, en réalité, c'est vrai, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir de façon mesurée. Déjà, dans notre culture, ce n'est pas bien vu de se faire plaisir. Dans notre culture béninoise, le Béninois fait partie de celui qui économise tout son argent pour acheter sa parcelle et qui, pour l'intégrer, meurt. Et qui, lors des obsèques, crée d'autres problèmes. Il faut satisfaire ses besoins, mais il faut gérer son argent de façon vraiment avec la tête, de façon intelligente. On ne doit pas céder à tous les caprices. Non, on n'a pas dit de se priver de besoins, de se priver de plaisir. Il faut se satisfaire. Mais quand je fournis des efforts et que je vois que j'ai beaucoup souffert pendant une semaine, mais un dimanche soir, je dois aller m'asseoir dans un petit bar, bon, donnez-moi une grosse bouteille de telle boisson, et s'il y a un gros poisson quelque part, vous mettez ça à côté. Mais il ne faut pas faire ça tous les jours. Ah oui, si vous faites ça tous les jours, le mois viendra où vous ne pourrez plus sortir de la maison parce que vous n'aimez pas l'argent d'essence. Donc il faut éviter ça. Très bien.